Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée à la veille de France-Namibie. Nous avons le plaisir d'accueillir ici au Casino 2000 pour cette soirée spéciale Coupe du Monde de rugby à 15, Morgane Parra, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci Morgane d'avoir accepté l'invitation du Casino 2000. Morgane, je vais rappeler quelques éléments de ton parcours et puis on va entrer dans ton histoire. Tu vas prendre le temps de te livrer à nous. Finalement, je sais que tu adores ça, te livrer à nous ce soir ici au Casino 2000. Tu as remporté 2 fois le top 14 avec Clermont-Ferrand, réalisé le Grand Chelem avec le 15 de France en 2010, finaliste de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande en 2011. D'autres chiffres encore au cours de ta carrière de joueur professionnel tout au long de 17 saisons, c'est pas rien. 448 matchs professionnels, 30 essais marqués, 2785 points inscrits, 71 sélections avec le 15 de France, au cours desquelles tu as totalisé 370 points, 48 tirs au but réussis d'affilée en top 14. Quand même! Je trouve cela assez vertigineux. Comment? Alors, bon, es-tu attaché aux chiffres? Si je ne les avais pas mentionnés, aurais-tu pu tous nous les donner par cœur? Alors déjà, bonsoir à tous. Juste, merci déjà au Casino 2000 de m'accueillir. Merci à vous d'être présents ce soir. Merci à toi Thierry de m'accompagner dans cette soirée. Alors après, bien sûr, les chiffres, non, parce que j'ai jamais été porté sur la réussite personnelle, mais surtout sur le collectif. Pour moi, c'était important quand j'ai commencé rugbyman professionnel, c'était de gagner des titres. Mais aujourd'hui, un joueur tout seul, il est rien, donc il est important avec tout le monde. Et moi, ça, c'était le plus important. Donc, bien sûr, si tu m'avais demandé de ressortir les chiffres, c'était impossible pour moi. Alors, je parlais de ces 48 tirs au but réussis d'affilée en top 14. Je te cite, Morgane, tu dis « Quand tu es buteur, il ne faut pas trembler. Il y a des tirs importants, d'autres stressants. Et j'avoue, c'est toi qui parles, hein, qu'il m'est arrivé d'avoir la jambe qui tremble. Donc, quand la jambe tremble, certaines fois, on fait quoi? » Tout simplement, ça a été lors de gros rendez-vous où aujourd'hui, bien, il y a le stress qui peut prendre le pas sur l'événement. Après, j'ai bossé pendant des années avec un prépa mental aussi pour pouvoir comment dire, sortir de tout ça, essayer de faire le vide. Après, j'ai eu une routine où bon, j'ai buté en étant jeune. Et après, il y a eu le fait de pouvoir travailler aussi avec un prépa mental pendant 1 ou 2 ans et de trouver une routine, d'essayer de faire le vide. On parle beaucoup aujourd'hui, il y a le fait des pulsations cardiaques à redescendre pour essayer d'être bien, mais surtout, il y a aussi tout l'aspect autour, donc le public, les adversaires, Il faut gérer tout ça, hein. il faut gérer tout ça pour essayer d'être le mieux possible et surtout de pouvoir enquiller la pénalité le jour J et en plus dans des événements importants. À ce moment-là, précis au moment où tu tires, il y a quoi dans ta tête? C'est ce que c'est de Tout faire ça, rien, mais faire oui, le c'est vide, ça, le vide, vide. mais c'est Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait que ça dans la tête. Donc on parle souvent aujourd'hui d'un buteur, il faut qu'il soit bien dans sa vie, bien dans la tête, parce que quand ça arrive, il faut qu'il ait que ça à penser. ça. C'est pour ça que c'est une routine pour essayer d'avoir que ce schéma et d'essayer de mettre cette pénalité sur les moments importants. Alors aujourd'hui, tu es assistant coach en charge de l'attaque et du jeu au pied au Stade français, qui est en tête du top 14. Nous en reparlerons. Mais je suis allé sur le site du top 14 et alors nos amis le savent peut-être, tu es né le 15 novembre 1988. C'est un jour qui est aussi le jour de mon anniversaire. Bon, j'aurais aimé être né en 1988, mais c'est pas le cas. Mais donc, et alors c'est marrant parce que sur ce site du Stade français, figure-toi que tu n'es pas né le 15 novembre, tu es né le 15 octobre. C'est bien. Je Ils vais ont changer. vieilli d'un mois. Donc je vais changer ça demain. Le mondial de rugby, nous sommes ce soir au Casino 2000 pour fêter ce mondial de rugby en France. Il existe depuis 1987. La France ne l'a jamais remporté, mais fut 3 fois finaliste.
en 1987, 99 et 2011. Avec toi d'ailleurs, Morgane. Alors, bien sûr, on va se plonger dans ton parcours qui débute à Metz, mais avant, j'aimerais que tu nous donnes ton sentiment, enfin, tes impressions, ton regard sur ce mondial 2023 que tu vis alors de l'intérieur, dans les stades, mais sans être partie prenante au sein du 15. Oui, bien sûr, j'ai la chance aujourd'hui de faire partie des opérations autour du Stade de France, au Stade de France, pour cet événement. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un gros engouement. La France est derrière cette équipe de France. Je pense qu'on veut tous cette Coupe du Monde. Elle nous échappe depuis quelques années. On n'a qu'une seule envie, c'est d'être voilà, que l'équipe de France soit championne du monde, bien sûr, que les Français soient champions du monde. Ouais, c'est tout On un pays après, tout un bien pays sûr. derrière. Et aujourd'hui, j'ai senti sur ce premier match, surtout d'ouverture, une communion avec ce public et surtout de la joie et de l'excitation de la part des gens. Donc ça, c'est très important. Ça donne une force supplémentaire pour les joueurs. Effectivement, donc la France a remporté les 2 premiers matchs et avec cette première victoire contre les All Blacks, 27-13, ça permet quand même si on disait Messi ne gagne pas, c'est pas dramatique, ça permet quand même d'attaquer sereinement ce mondial. Bien sûr, après, c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça, c'était important de gagner face à la Nouvelle-Zélande. Il y avait un gros engouement et surtout une grosse attente du public français. Les joueurs, on les a sentis stressés pendant ces 15-20, même la première mi-temps. Après, il y a eu un match difficile face à l'Uruguay avec bien pratiquement toute l'équipe qui a changé. Les titulaires, ce qu'on appelle les titulaires, mais les numéros 1 vont revenir demain face à la Namibie, avoir du temps de jeu, essayer de monter en puissance et on espère que voilà, ils vont bien sûr finir premier du groupe, mais surtout ils vont jouer l'Afrique du Sud ou l'Irlande, faire un gros match et se qualifier pour la suite. On regarde cette photo de Jean Dujardin. Tu as assisté au match au Stade de France, mais tu as assisté aussi, Morgane, à la cérémonie d'ouverture. Comment, depuis le stade, alors nous l'avons regardé à la télévision, peut-être certains parmi vous l'ont regardé dans des fan zones, à moins que parmi vous, l'une ou l'autre des personnes était au Stade de France, y en a-t-il? Ah oui, donc effectivement, vous avez eu la chance de vivre le match, la cérémonie d'ouverture au Stade de France. Vous êtes privilégié hein, quand même. Donc, toi, Morgane, cette cérémonie d'ouverture a-t-elle fait battre véritablement le cœur du Stade de France? Après, c'était différent. Nous, on ne voit pas, on voit en grand Il y a, il y a des loin. écrans, Bien sûr, probablement, mais il y a les moins de gros écrans, plans. Hein. mais on ne voit pas autant que devant notre téléviseur. Par contre, non, je reviens et j'ai senti une fête. Je pense que les gens n'attendaient qu'une chose, c'était le match. Il y a eu beaucoup d'encouragement autour de l'équipe de France avant le match. C'était vraiment une fête où on a senti les gens, comme je le dis encore, je le redis, mais heureux et contents de partager un moment tous ensemble. Et je pense que ça, dans la situation en ce moment de notre pays, entre guillemets, je pense que c'est important. Et d'avoir un événement comme cette Coupe du Monde pour rassembler les Français, c'est très bien. Bah alors, concernant la cérémonie d'ouverture, en France, on aime bien polémiquer. Et donc, juste après, dès le lendemain, ou juste après la cérémonie d'ouverture, eh bien, les critiques sont arrivées, et à tel point que le quotidien Libération l'a trouvé ringarde, cette cérémonie d'ouverture, et a titré « Allez, la rance ». Donc, et je cite Libération, les organisateurs ont offert au monde la carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline. Après, Avec du jardin, bien sûr, le boulanger, ouais, donc Jean-Mich. bien sûr, pourtant ils y ont mis du cœur. J'ai vu pas mal de personnalités mettre du cœur. Maintenant, c'est un peu français. On critique souvent très facilement. Aujourd'hui, il fallait trouver quelque chose sur cette cérémonie. Maintenant, on n'aime pas, c'est toujours pareil. Hein, les goûts, les couleurs, c'est compliqué. Mais maintenant, moi, je retiens juste une seule chose, c'était une fête. Et je pense que cette fête a été réussie en partie aussi et grâce à l'équipe de France avec cette victoire face à la Nouvelle-Zélande. Donc la France n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Seuls 4 pays ont gagné la Coupe du Monde. Alors tout à l'heure, tu me les citais de mémoire. Oui, de souvenir Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie. Effectivement, donc Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud gagné 3 fois la Coupe du Monde, Australie 2 fois et l'Angleterre 1 fois. La France, en revanche, a été 3 fois finaliste, 1 fois 3e et 2 fois 4e. C'est peut-être un peu tôt pour les pronostics, ou tu sens vraiment que c'est cette année, ce sera l'année de la victoire de la France pour la Coupe du Monde en France?
En tout cas, je l'espère. Je suis un des premiers, comme vous tous, je pense, supporters de l'équipe de France et j'ai qu'une seule envie, c'est que l'équipe de France soit championne du monde et derrière, ça va amener beaucoup de bonheur et un élan pour ce rugby. Maintenant, bien sûr, il y a de grosses nations, l'Afrique du Sud, l'Irlande, même les Anglais que personne ne voit pour l'instant, mais ça va être très compliqué. Maintenant, bien sûr, on a toujours peur quand une équipe de France tourne comme, ça l'a été pendant 2-3 ans, qu'on le soit trop prêt trop vite et qu'on ait passé notre tour. Mais je pense pas. Je pense qu'ils ont un cap, ils savent où ils vont. Donc, on espère que pour eux et pour nous que ça va le faire. Mais est-ce que ça démange, Morgane, quand on a joué et joué comme c'est ton cas en coupe du monde, d'être, sur les gradins et pas sur le terrain? Alors, ça me démangeait pas, quand j'ai arrêté direct et je suis sur le banc maintenant, ça me démange pas. Quand je vois aussi, tout ce que ça demande comme effort et je pense que je suis plus, entre guillemets, «prêt» à le faire. Par contre, c'est sûr que vendredi, dernier, quand il y a eu, cette cérémonie, cette ouverture en France, bien sûr, on se dit, on aurait aimé vivre un événement comme celui-ci. Effectivement. Donc, mais et à la cérémonie d'ouverture, bon aussi ça est-ce que ça t'a surpris le président, de la République sifflé par le public? Un petit peu parce que c'est pas le moment. On entendait bien les sifflements dans le Ouais, stade? nous dans le stade, on l'entendait très bien. Je pense que c'était pas le moment pour ça. Maintenant, c'est comme ça, chacun est libre, hein, comme on dit, c'est normal. Alors j'ai apporté un livre. Bon, tu n'es pas, je te l'ai dit Morgane, tu n'es pas, le journaliste Pierre Lagrue ne t'a pas choisi parmi les 30 rugbymen, c'est subjectif. Cet ouvrage rugbymen de légende avec, les textes de Pierre Lagrue et puis les dessins de Philippe Laurin et je souhaitais te demander quels sont pour toi, Morgane, tes rugbymen de légende? Ouais, j'en ai pas mal maintenant, bien sûr, pour moi, c'est pas spécialement des rugbyman de légende, c'est plutôt des idoles. J'étais enfant, bien sûr, je jouais au rugby club de Metz. Dans un premier temps, les idoles, en plus, il y en a un ou 2 dans la salle, mais ça a été, mon Tu père et les Des joueurs, idoles ici ce ouais, soir? et des Oui, mais joueurs, je on sais peut pas, peut-être écairer un petit je crois peu. que Allez, on va mettre un petit coup de projecteur sur il y en les avait un, il idoles y de en a un, ton il y en a enfance. un, il est là. Je Alors, sais pas. attends, si on peut, est-ce Vito qu'on peut lève allumer la un main, petit peu la Vito. Je salle, l'ai vu, qu'on voit le public? Parce que là, on ne voit pas trop. il est là-bas. Alors, Voilà. voilà, la lumière Non, arrive et c'est ça a été pourquoi? Parce que j'ai été bercé, à l'école de rugby du Rugby Club de Metz. Je suivais, mon père. Je on va en suivais, parler. bien sûr, ces joueurs comme Vito qui est dans la salle, comme d'autres et on n'a qu'une envie au début, quand on débute, à l'école de rugby, c'est d'être, avec les seniors et de jouer, dans son club formateur. Après, bien sûr, j'ai eu mes idoles, quand j'ai commencé la télé, découvrir le Stade Toulousain, Thomas Castagnède, d'autres grands joueurs des internationaux comme, Mertens, Gregan. C'est vraiment des joueurs qui m'ont marqué et où j'ai eu la chance, voilà, en plus de jouer face à Andrew Mertens. Mais, oui, c'est ce qui nous tient aussi et ce qui nous fait, que ce rêve, veut durer, en fait. Non, mais je suppose que c'est pas rien quand même, d'avoir, été, donc son prénom c'est Vito, Vito, d'avoir été l'idole de Morgan Parra. un C'est un des idoles. la oui, c'est ça, mais quand même, l'une des idoles de Morgan Parra, c'est pas rien. Est-ce que quand on joue au rugby, Morgan, on s'intéresse à l'histoire du rugby? Est-ce que du coup, ça fait partie de la formation? Y a-t-il des cours d'histoire, quand on est formé, mais des cours d'histoire du rugby? Non, mais on essaie de se renseigner. C'est un peu normal, essayer de savoir, d'où vient ce sport, comment il a été, un peu, emmené en France, d'où il vient, de quel pays. Est-ce que voilà, donc Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui, hein, très franchement. Alors, je ne sais pas si nos amis sont très compétents et pourraient venir nous faire une conférence, une petite conférence sur l'histoire du rugby, mais ce rugby qui est né en Angleterre. Après, quant aux origines ancêtres, bon, il y a plusieurs hypothèses. Ça serait peut-être le rugby un descendant de la de Soule. la Soule. De la Soule qu'on jouait, la Soule était pratiquée un peu dans le sud-ouest, mais apparemment davantage dans le nord-ouest de la France. Et donc, le rugby est né, son inventeur, il y a l'inventeur finalement qui s'appelle William Webb Ellis au 19e siècle. Et là, moi je ne savais pas du tout que le rugby était né
en fait, dans la ville de rugby. Ouais, autant je savais qu'il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Sandwich, et c'est là qu'est né le sandwich, mais je ne savais pas que le rugby était né à Rugby. Et en revanche, le rugby s'est développé davantage, effectivement, dans le sud-ouest, moins dans notre région. C'est pour ça aussi que peut-être les médias se sont davantage intéressés à toi, parce que bon, tu ne venais pas du sud-ouest de la France. Oui, sûrement. Maintenant, bien sûr, c'est plus difficile quand on est un joueur de l'Est, pas du pays du rugby, du pays du football, de pouvoir, entre guillemets, réussir parce qu'on est attendu et surtout on se dit que c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi maintenant de développer aussi le rugby dans notre région, parce qu'on a de très bons joueurs, de très bons éducateurs aussi. Et ça, c'est important pour la suite que, bien sûr, il y a mon parcours, ça c'est le mien, mais je pense qu'il peut en avoir plusieurs de plusieurs autres joueurs. Ouais. Alors donc, tu as eu la gentillesse de nous permettre de partager une photo. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché, mesdames et messieurs, des photos de Morgane Parra sur internet, enfant, jeune. Et là, on n'a vraiment pas, quand on cherche sur internet, Morgane, on n'a vraiment pas l'embarras du choix, hein. En gros, il y en a pas. Non, ouais, ouais, il y en a pas. Je suis pas un adepte, bien sûr, des réseaux sociaux, de tout ça. Il y a Instagram, mais c'est pas mon compte, c'est pas moi. Twitter, je l'ai eu, mais je l'ai pu alimenter. Facebook, je l'ai géré très peu et ça n'a pas été géré par moi. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime aussi, entre guillemets, ma vie privée, être caché, de pas aujourd'hui, d'être, déjà médiatisé, ça a pas été facile d'une pour moi et pour ma famille, pour les gens autour. J'ai un petit frère aussi, je pense qu'il en a souffert aussi en étant le frère d'eux. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a pas de photos, il y a pas de photos de ma famille, il y a pas de photos de ma fille, il y a pas bien sûr, c'est quelque chose que j'essaye de Tu me diras, rester la vie fermé. privée, par définition, Voilà, est privée. privé. Après, voilà, c'est un choix, perso. Mais bien sûr, donc tout à l'heure, tu avais prévu une photo Oui. Alors, qui est on a pas la cherché, bonne. on avait trouvé, Lauriane qui cherche les photos était contente d'avoir trouvé une photo de Morgane Parra, enfant, sauf que C'était pas la bonne. c'était pas Morgane Parra. On aurait eu l'air malin. Bon, mais il était très bien, hein, ce petit Non, très garçon. bien, très bien, très Mais il c'était avait pas l'air toi. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'était pas toi. Donc, Morgane, tout commence à Metz avec Antonio, ton papa, mais personne au club ne l'appelle Antonio. Tout le monde l'appelle ouais, Tonio, Tonio. Antonio, Tonio. c'est pas ouais. Ouais, enfin moi j'ai entendu, je suis allé découvrir le club et j'ai entendu tout le monde l'appeler Tonio. Et on peut dire que Tonio, et ce sera ton cas en grandissant bien sûr, mais que Tonio vit et respire le rugby. On peut dire ça. En fait, c'est dans l'ADN familial. Mais Tonio est le premier, première génération à être, à avoir eu le virus, touché par le virus du rugby. Ouais, on va dire même le deuxième. Il y a eu mon oncle, donc qui est Ah, Hollande, un oui. peu plus âgé, Manu, mais c'est ça? Manu, c'est ça, qui ont joué. Donc ils ont joué ensemble, ils ont découvert le rugby. Mon papa faisait pas mal de bêtises avec son frère. Et un éducateur lui a dit on va te mettre au rugby, qui est l'école un peu de la vie. Ils l'ont mis voilà, au rugby avec mon oncle. Dans un premier temps à Nancy, parce qu'ils sont arrivés du Portugal à Nancy. Et après a été recruté par Metz avec mon oncle et a joué voilà, dans le club de rugby club de Metz. Et bien sûr, il a été piqué. Il a transmis sans le vouloir, il a transmis ça bien sûr à moi, puis à mon frère. Mais aujourd'hui, on n'a jamais, comment dire, eu de. Mon père n'a jamais spécialement poussé pour Ouais, le c'est ça. rugby. On a été baigné dedans. Ma mère était éducatrice spécialisée en handicap Valérie. des mentaux. Donc, elle travaillait le soir. La nounou, bien sûr, mes parents n'avaient pas le moyen non plus de payer aussi la nounou. Donc, la facilité, c'était le mercredi soir, mon père s'entraînait, c'était d'être au rugby. Le vendredi soir, au rugby. Le samedi, l'école de rugby. Et le Et le dimanche, dimanche, l'école de ta maman rugby. travaillait parfois. Travaillait parfois, donc j'étais Donc, encore au rugby. et donc Voilà, tu dormais finalement, enfin, exactement. y étais tout le temps. C'est comme ça que ça a commencé. Et ton papa est devenu entraîneur après, hein. Mais alors, je reviens à ce que tu as dit, Morgane, juste avant. Mais finalement, pour ton père, se mettre au rugby, c'était en quelque sorte une mesure disciplinaire. Oui, je pense, moi, je peux parler à sa place, parce qu'on n'a jamais trop vraiment parlé de ça, mais je pense que ça a été dans le premier temps une punition. Puis en fait, ils y ont pris un plaisir avec mon oncle, et à partir de là,
voilà, ils ont aimé ce sport, la vie en collectivité aussi, je pense. On parle souvent que c'est l'école de la vie, je le pense. C'est une éducation, un partage. Et aujourd'hui, mon père a adoré ça. Derrière, nous, on a été piqués. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est le samedi, je jouais, c'est d'être le mercredi pour pouvoir aller s'entraîner. L'école, c'était plus compliqué parce que j'avais plus la tête au rugby. Mais bien sûr, c'est un peu, voilà, ça, c'est notre histoire, entre guillemets. Mais je me demandais si pour ton père, le club, donc le rugby club de Metz, était la résidence principale ou secondaire? Malheureusement pour ma mère, c'est devenu la résidence principale. Donc là, non, bien sûr, comme je le dis, c'est son club de cœur, c'est Oui. son club aussi. Mon père est né au Portugal, est venu avec mon grand-père et ma grand-mère, donc immigrés. Et je pense que ça a été aussi, comment dire, il doit beaucoup aussi au rugby de pouvoir, d'avoir pu apprendre, bien sûr, la langue, le partage et la façon française, tout simplement. Et donc, Metz a évolué en Fédéral 2. Donc Fédéral 2, pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Ouais, là, il y a le top 14 et c'est pratiquement 5 divisions en dessous, je pense. Donc, ouais, je peux Oui. dire à peu près 5 Mmh. divisions maintenant. Ouais. Je recompte dans l'inverse. Mais Et aujourd'hui, Metz est en Fédéral 3. alors, était en Fédéral 2 l'année dernière et descendu cette année en Fédéral 3. Donc, voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, tu es le coprésident avec Hubert Barth du Rugby Club de Metz, qui a vécu des moments difficiles et c'est pour ça que tu es arrivé pour en prendre la coprésidence? Oui, ça a plutôt été, comme on l'a dit tout à l'heure, mon père, mon oncle est passé au Rugby Club de Metz. Je pense que mon père a à cœur ce rugby, c'est dans son cœur, dans son sang. Et c'était une façon aussi de rendre, mais aussi de rendre à l'école de rugby aux éducateurs qui m'ont eu pendant, on va dire, 4, allez, on va dire, pendant 9 ans, et le partage. Et c'était de rendre aussi au Rugby Club de Metz. Il était dans une passe très difficile. Il y a eu des problèmes de gestion, je ne sais pas. Après, ça ne me Oui, regarde non, pas. Je ne suis pas à on n'est chercher pas là non plus pour voilà, détailler les problèmes. le pourquoi et Mmh. le comment. Par Enfin, contre, aujourd'hui, c'est important pour toi aussi. c'était important et c'était surtout de laisser l'opportunité à des jeunes d'avoir encore une école de rugby à Metz et de pouvoir, pour certains, vivre un rêve qui a été le mien et de laisser la chance que ce club vive encore. Donc, bien sûr, j'ai demandé à Hubert Bart qui est venu me voir, qui m'a demandé d'être avec lui sur l'image. Et dans ce cas, je lui ai dit, je veux bien t'aider en étant coprésident pour, bien sûr, être prioritaire sur mon image aussi, que l'on ne fasse pas n'importe quoi. Et à partir de là, on se prend un peu au jeu, même si je ne peux pas être présent et gérer beaucoup. Mais Parce c'était qu'il y a une quand même façon, le Stade Français aussi. bien sûr, ça Tu c'est ma seras demain priorité. matin, donc tu ne restes pas, après tu repars Exactement. directement. Donc, Ouais. je serai à l'entraînement demain matin direct. Donc à quelle heure sur le terrain demain? Au bureau, dans un premier temps, 6h30. Ouais. 6h30. Ouais. Ouais, Mais bon, en même temps, quand je te cite encore Morgane, depuis tout petit, je mange et je dors rugby, donc ça te va bien quand même, hein? exactement. Ouais, Donc, ce soir, je parle rugby avec vous et demain c'est matin, ça. je remange le rugby. Mais tu as été alors, orienté au niveau de tes études en BEP de vente action marchande, BEP que tu as obtenu. Après, tu t'es arrêté en 2e année de bac pro commerce. Tu te disais, bon, les études, il y a quand même il restait qu'une petite partie du cerveau pour une petite place hors du rugby dans le cerveau. Peut-être, après j'étais peut-être aussi un peu feignant, j'avais des qualités, mais des capacités entre guillemets mais j'ai pas, voilà, bien sûr, j'avais la tête qu'au rugby, je l'ai dit, le lundi, je voulais vite Ouais. que ça soit le mercredi, je voulais vite que ça soit le samedi. Et après, si j'avais la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être au rugby, même le vendredi soir, le dimanche avec mon père, donc ça, c'était top. Par contre, bien sûr, j'ai pris la facilité, c'était de partir sur un BEP vente action marchande, parce qu'en même temps, je rentrais au sport-études à Dijon. Donc, pour moi, ça a été de prendre un peu BP vente action marchande pour. Bon, j'avais un peu de chat, donc je me suis dit, le BP vente, c'est bien, un peu de commerce. Ça ira bien pour moi. Et après, ensuite, je suis parti sur le bac pro commerce. Bon, et aujourd'hui, c'est pas inutile finalement. Je ne sais pas s'il en reste quelque chose, mais Non, c'est pas inutile parce que, bon, bien sûr, quand j'ai attaqué rugbyman professionnel, il fallait aussi préparer l'après-carrière. Donc, ça m'a servi. J'ai fait voilà, des choses en dehors qui me permettent aussi d'avoir des choses après le rugby, et pour moi qui étaient importantes
d'être au rugby la semaine, mais dès que je sortais du rugby, d'avoir des études, de voir autre chose et de préparer l'après-carrière. Donc, et depuis tout petit, finalement, tu disais, je serai joueur professionnel. Et tu es devenu. Alors, mais finalement, les pros français, c'est pas si vieux en fait que les joueurs soient professionnels en France. C'est les années Depuis 2000, le je début crois. des années 2000, Ouais, effectivement. les années 2000, oui, bien sûr. Après, je voulais être professionnel, mais après, surtout avant, maintenant beaucoup moins, parce que le rugby s'est développé, le rugby a grandi. Aux yeux des Français, on peut en vivre. Mais aujourd'hui, quand j'étais à l'école, on me demandait souvent quel est ton. On me donnait prénom, nom, et on te demandait la profession. Tu veux faire quoi plus tard? Donc, tu es au collège, tu attaques à 6e, il faut le dire. Et je disais rugbyman professionnel. Et les profs, les profs me regardaient et me disaient c'est pas, ça n'existe C'est pas pas. possible, ça C'est pas n'existe possible. pas. Donc, Ouais. c'est un peu une revanche aussi d'être venu de cette région et de dire que c'est pas possible. Finalement, bah, c'était assez visionnaire de le dire. Et tu dis aussi, Morgane, que tu regardais les matchs, alors dans tes héros, mais il y avait aussi ton père. C'était aussi mon père, ce héros, effectivement, tu le disais. Et donc, tu regardais les matchs de ton père. Tu visionnais avec le magnétoscope. Là, c'était encore. Bon, c'est pas si vieux, mais c'était encore l'époque des magnétoscopes à cassette, hein, C'était des magnétoscope. VHS. Exactement. Donc les matchs étaient enregistrés par l'entraîneur et étaient revus de temps en temps par l'entraîneur avec les joueurs. Donc Vito, je l'ai observé un paquet de fois. Je sais tout. Ça, effectivement. Alors, moi, j'ai rencontré Antonio, ton père, et je lui ai demandé quand même de me parler de toi. Bon, très franchement, il n'a pas été très loquace, hein, Antonio, mais ça ne te surprend pas. Mais il m'a quand même dit, attends, je compte les mots, 3 mots. Et donc, il m'a dit ce que répétait tout le temps Morgane, aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, et aussi loin qu'on peut remonter depuis tout petit. Il disait, tu sais. Ça dépend. Ah, attends, on fait un test. Quand je, T'es- t'es- quand je l'énervais, il me disait, je lui disais souvent, il mettait les petites fessées, je dis j'ai pas mal, j'ai pas mal. Voilà, c'est ça. C'est gagné, c'est gagné. Donc effectivement, il disait j'ai pas mal. Donc et puis même quand il tombait, effectivement, j'ai pas mal. C'est une petite fessée, j'ai pas mal. Au besoin un peu plus fort, j'ai pas mal. Et donc toujours j'ai pas mal. Donc le mental était déjà forgé là, hein. Donc on l'a forgé au fur et à mesure. Effectivement. Et puis alors d'autres, si je cite Guillaume Bigex qui entraînait les jeunes à l'époque, alors bon, là, c'est très positif, il disait de toi, c'était le meilleur de l'équipe. Partout où on allait, il se faisait remarquer, il nous faisait gagner n'importe quel match. Ouais, c'est gentil de sa part maintenant. Oui, je sais Oui, j'étais la pas faux. tout seul, mais Mhm. Et aussi, très, très petit, déjà, te comporter comme un leader, un meneur d'hommes. ouais, souvent on dit, je pense que c'est inné. Et j'ai eu la chance d'avoir ça. Et bien sûr, ça a été quelque chose dans ma carrière qui m'a servi. Et essayer d'être leader. Maintenant, leader différemment parce que je suis entraîneur maintenant, donc essayer d'apporter, mais c'est important. On dit souvent le coach doit être entraînant. S'il n'est pas leader, il n'est pas entraînant. Donc, bien sûr, ça en fait partie, mais oui, j'ai eu la chance d'avoir ça, entre guillemets, en moi et de le développer. Et avoir aussi une vision du jeu. C'est un talent, alors qu'il n'est pas donné à tous les joueurs d'avoir une vision du jeu. Ouais, alors j'étais pas costaud, j'allais pas vite. Il fallait bien que j'ai quelque chose, donc j'ai eu la chance d'avoir la vision du jeu. C'est ça. Mais dirais-tu que depuis tout petit, tu étais ambitieux? Oui, très. Je l'ai dit tout à l'heure, je voulais qu'une chose, c'était ça. Je voulais de pouvoir être professionnel et de pouvoir gagner des titres et m'inscrire dans des palmarès. Ça, C'est c'était ça. Et pour c'est moi ce ma priorité. qui s'est passé, effectivement. Si on revient dans les années collège, tu as créé une équipe UNSS, Union nationale de sport scolaire, à l'époque, avec des garçons qui n'avaient jamais joué. Ouais, en fait, tout simplement, j'ai attaqué une USS handball et on a été éliminé au premier tour. Et en fait, la seule façon d'avoir du sport encore et de pouvoir Parce que c'était réglé, le compte du handball c'est que le était mercredi, soldé. on avait des heures pour pouvoir s'entraîner et faire une SS handball. Et une fois que c'était fini, c'était fini. Donc, j'ai demandé à faire créer une équipe de rugby qui n'était pas trop dans ce collège. Et on a créé avec l'équipe d'handball et un ou deux joueurs de plus. C'est l'équipe de handball qui est devenue Exactement. équipe de rugby. Exactement. Donc, qui était une bande de copains aussi. Et bon, mon père nous a entraînés aussi. On donnait quelques entraînements en dehors.
Et on a eu la chance de se qualifier pour les championnats de France. Donc, on a passé la Moselle, Lorraine et Alsace-Lorraine pour être qualifié en championnat de France. Donc, c'est un bon souvenir parce que, en plus, c'était avec des copains d'école. Et on voulait aller en championnat de France UNSS handball. Malheureusement, on n'est pas allé, mais on est allé avec le rugby. Non, mais c'est quand même une belle aventure, en tout cas une belle histoire. Je pense que tes copains de collège s'en souviennent. Je ne sais pas si tu as gardé des contacts avec eux. J'ai gardé avec 2, donc bien sûr, on est en contact encore et ça reste un très bon souvenir. Donc, tu continues à te faire remarquer et ton talent ne tarde pas à dépasser les frontières de la Lorraine. Et un jour, il y a un partenariat. Alors, je ne vais pas la citer parce que quand on cite une marque, il faut normalement en citer 3. Donc, je ne vais pas citer 3 marques. Donc, je ne cite pas la marque, mais un jour en partenariat avec une maison de produits surgelés, de plats cuisinés surgelés. Et donc, on peut dire que grâce à ces plats surgelés, ça va t'ouvrir la porte. Ouais, mauvais jeu de mots. Hein. Bernard Laporte est venu au club, a partagé un moment avec nous. Bien sûr, on a découvert encore plus ce qui était le rugby professionnel. Et à partir de là, bien sûr, j'avais qu'une idée. J'avais déjà l'idée derrière la tête, c'était de rentrer en sport-études à Dijon. Et j'ai tout fait pour essayer d'y entrer. Malheureusement, ça a été compliqué au début. C'est là où on te trouvait trop chétif? Ouais, j'ai été oui. Plus non, j'ai fait des tests des détections. Mes parents m'ont emmené à Dijon pour faire des détections parce qu'en fait, il faut expliquer, il y a plusieurs pôles en France. Donc la région qui était entre guillemets Alsace-Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté était basée à Dijon. Donc on se rassemblait pour faire des tests. Malheureusement, j'ai joué beaucoup collectif, très collectif même. Du coup, j'ai pas été remarqué. Les résultats scolaires étaient pas bons non plus. Donc, je suis passé, entre guillemets, à la trappe complètement. Mais là, tu as eu des avocats qui sont venus ou appeler pour plaider ta cause. Alors oui, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont eu en Alsace-Lorraine, donc qui ont plaidé pour moi. Et derrière, j'ai eu la chance d'avoir aussi un prof de français, qui est pas mon... Je suis pas fort du tout, je suis même pas bon, qui m'a défendu. Mais j'ai eu la chance aussi, parce qu'on dit souvent les carrières d'un sportif, elle est aussi faite de chance. Et aujourd'hui, la chance, ça a été qu'un 2-3 joueurs se désistent. Et j'étais sur liste d'attente. Et puis finalement, tu as été pris. Mais il a fallu, et ça, je cite ton papa, il m'a dit ceci, et sa mère l'a laissé partir. C'était pas rien. Oui, exactement, parce que voilà, je suis parti à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, à Dijon, donc en internat. Bien sûr, c'est complètement différent. On est loin, on est livré à nous-mêmes. C'est pour une maman, c'est quand on le vit pas. Même si j'ai eu des moments difficiles, bien sûr, tout n'a pas été rose. Mais ça, c'est ce qui fait grandir et ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, et surtout dans le sport. Dans tes souvenirs, enfin, tu étais très, très excité à l'idée de partir à ce moment-là? Excité, par contre, quand je le dis souvent, aujourd'hui, c'est fait de sacrifices. Il y a rien sans sacrifice. Aujourd'hui, je partais de la gare, il était 17h14 le dimanche, et je rentrais le vendredi d'après à 23h. Donc, c'est des choses pour... Il n'y a rien sans rien, comme dans tout boulot. Hein. On parle du sport, mais dans la vie aussi de tous les jours. Ouais. On va regarder une autre photo. Alors là, c'est moi qui ai pris cette photo. Donc tu vas identifier facilement. Alors je ne sais pas chronologiquement à quel moment nous sommes. J'étais très jeune, donc ma signature n'est pas terrible. Après, j'ai évolué. Ah oui, donc si tu dédicaces tout à l'heure, ce ne sera pas la même. C'est un peu mieux. C'est pas terrible, mais c'est un peu mieux. Et tu ne signes plus para.m. Si, toujours. Ah si, toujours. Toujours, parce que souvent, quand j'étais petit, je demandais des signatures des joueurs. Le ballon était signé, je rentrais, je ne savais même pas qui étaient les signatures. Donc en fait, je me suis dit, il y a des signatures de partout, il faut mettre le nom au moins, que l'enfant au moins se rappelle de qui c'est. Et effectivement, donc Morgane, au club à Metz, il y a deux maillots dans 2 cadres. C'est pas si facile de les prendre en photo parce qu'ils sont suspendus au plafond. Ouais, c'est original. Et donc voilà, celui-ci qui date de quand précisément là? Moi, ça a été mes premières équipes de France jeunes. Donc c'était aussi un clin d'œil à ce club où j'ai été formé, de pouvoir rendre un de mes premiers maillots équipe de France jeune. Donc c'est moins de 18 ou moins de 19 ans, je crois, sur un tournoi.
Donc c'était avant que tu ne sois recruté par le club sportif de Bourgoin-Jallieu, qui te recrute en 2005 et qui va même tenter d'obtenir en vain une dérogation pour que tu puisses jouer en top 14 alors que tu n'as pas 18 ans. Il fallait 18 ans pour pouvoir jouer en top 14. Ouais, ça a été, en fait, je m'attendais déjà pas à je fais une préparation avec, les pros, donc je m'attendais pas à pouvoir jouer, tout de suite et aujourd'hui, l'âge légal, alors peut-être moins c'est peut-être différent maintenant, mais l'âge légal était d'avoir 18 ans pour pouvoir être, de jouer avec les professionnels. Donc j'ai dû attendre un peu. Donc là, mais à partir de 18 ans, c'était parti incontestablement. Et à 19 ans, tu te retrouves capé. Capé, c'est donc sélectionné en équipe de France. Et ton poste sera finalement comme c'est transmis aussi de ton papa, demi de mêlée. Et donc, tu seras aussi majoritairement dans ta carrière demi de mêlée. Le rôle, pour encore une fois, si toutes et tous, vous n'êtes pas des spécialistes de rugby, quel est le rôle d'un demi de mêlée? Ouais, déjà, donc si on reprend, j'ai été, déjà pour réussir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir aussi, de la chance. Moi, j'ai eu la chance, à 18 ans, je devais attaquer. Avant 18 ans, malheureusement, j'ai pas pu, donc j'ai attendu. À partir de là, il y a d'autres joueurs qui jouent et j'ai eu la chance d'avoir 2 blessures de 2 numéros 9 pour pouvoir intégrer et jouer. Donc après, bien sûr, C'était les autres qui avaient les les autres, blessures, bien oui, sûr pas qu'il y a toi. des Ouais. blessures et aujourd'hui, on dit souvent, il faut des facteurs de chance. Ça en fait partie et après il faut saisir la chance. Donc ça, j'ai eu un bout de chance. Maintenant, j'ai été formé Alors, demi-ouverture ouais, c'est ça. Donc, et demi après de je suis mêlée. passé Mmh. demi-mêlée parce que, bon, vous voyez, je suis très costaud. C'est ça. Donc on m'a Mmh. dit, «On va te pour la faire courte, on va te mettre derrière les gros. Tu seras protégé, tu seras tranquille, tu vas pouvoir faire une longue carrière» et là, c'est parfait. Et là, j'ai dit: «OK». Et c'est le cas. Mais les 2 postes te convenaient bien finalement quand tu étais, de demi d'ouverture ou demi de mêlée? Me conviennent, oui, mais c'est 2 choses différentes. C'est 2 postes, oui, sur, la gestion, on dit souvent que c'est comme le foot, un numéro 10, c'est de la gestion. Les 2 postes sont pratiquement Donc identiques, c'est le 9 et le 10, hein, c'est 9 ça? et 10. Par contre, le 10 aujourd'hui, moi je préfère le poste de numéro 10 parce qu'il a une vision complètement, déjà il est debout et il regarde, les espaces loin, il voit tout. Le 9, comme je l'ai dit, il est derrière les gros, la tête baissée, il ramasse les ballons, donc il voit rien. C'est si je la fais courte. Sur ce Et je me suis toujours posé la question, on se dit quoi? Les joueurs se disent quoi dans une mêlée? Bah, ils font peut-être pas la conversation, mais ça ça dépend desquels. Il y a les gentils et les méchants. ah oui? Ça dépend. Ça dépend. Donc les méchants, par exemple? Non, ça je peux pas dire. Ça dépend. Mmh. OK. Toi, tu étais gentil? Ça dépend. Ça dé Bon, cela dit, à 18 ans, je ne sais plus qui l'a dit, mais tu aboyais sur tout le monde, en équipe de France. Quand tu seras en équipe de France, c'était à 19 ans. Pas impressionné. Donc, est-ce que réellement, ou même au sein de tes premières équipes, donc est-ce que tu n'étais réellement pas impressionné, ou il fallait pas le montrer, ou tu souhaitais t'imposer aussi? Ouais, il y a un peu de tout. Impressionné, bien sûr, c'est des joueurs que j'ai suivis à la télé, Et que certains qui avaient des dizaines de sélections, hein. ouais, bien sûr, même, beaucoup plus et aujourd'hui, quand on a cette chance, c'est pour ça que je dis: «Il faut la saisir». Donc j'ai essayé de pas être impressionné. Mon poste faisait que je devais prendre aussi des décisions, essayer de montrer que j'étais là et j'ai essayé de m'imposer un maximum. Alors, donc 19 ans, équipe de France, premier match contre l'Écosse au tournoi Destination, c'était le 3 février 2008. Est-ce que ce match-là, tu t'en souviens bien? Est-ce un match qui marque le premier match en équipe de France? Oui, oui et non, parce qu'il y a du stress, il y a beaucoup de choses et puis, on se dit: «On y est». Alors maintenant, après, on dit souvent: «Le plus dur, c'est pas d'y être, c'est d'y rester». Donc, je savais que, voilà, j'avais la chance d'y être, mais que le chemin était encore long. Donc il y avait beaucoup de stress et j'ai eu la chance, je crois que je suis rentré 15 minutes où j'ai eu la chance de participer, à ce match et à une première victoire, au sein de l'équipe de France. Et donc, bah, toute la famille regardait. Après, c'était, je ne sais pas, avec les héros de ton enfance. Enfin, il y a dû y avoir une fête à Metz, hein? Ouais, ça je sais pas, mais ça a été, bien sûr, c'est toujours, c'est important, on l'a dit et aujourd'hui les médias sont importants et aujourd'hui quand un joueur,
sort du lot et surtout de cette région, c'est Mmh. important et de mettre en valeur ce club, cette région, ce club après. Et pour moi, c'est très important. Ouais. Alors on parlait de médiatisation tout à l'heure et puis tu as dit que bon, c'était pas, ce que tu préférais finalement dans le métier, mais quand t'es-tu rendu compte qu'on commençait à parler de toi dans la presse, dans les médias, à écrire des articles, sur toi? Je suppose que, il y a un moment aussi, on a commencé à te solliciter pour, des interviews et puis ça a été croissant, bien évidemment. Ouais, bien sûr, ça a été, au tout début quand les résultats sont bons, niveau rugby, les gens on est Oui. beaucoup plus appelés, les journalistes, des plateaux télé, des marques aussi autour, donc ça Ah oui. c'est bien sûr. Maintenant après voilà, j'ai toujours été très bien entouré, que ça soit, d'1 par ma famille, 2 par mes agents, que ça soit aujourd'hui, sportifs, d'image, des gens, bienveillants qui ça, c'est le plus important, pas des profiteurs. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce métier, il y a beaucoup de choses et il y a des profiteurs et ça, c'est important. J'ai été aussi entouré par des joueurs, autour de moi qui m'ont aidé à garder les pieds sur terre, à faire attention. Quand on dit souvent, quand on prend un peu la grosse tête, qu'on s'envole, il y avait des joueurs qui étaient là pour, nous Parce que des rappeler des vite, des joueurs de rugby peuvent s'envoler. ça arrive bien sûr, ça s'envole, surtout Oui. moi, je suis léger, donc plus vite. Oui, c'est ça, mais toi, d'accord, mais enfin d'autres, effectivement. Est-ce qu'un un 1er papier, dans l'équipe, par exemple, ça représente quelque chose? Oui, ça représente on regarde, bien sûr. Après, on essaye de faire attention, plus ça avance et moins on lit, en fait. On lit au début, très vite. C'est ce qui permet aussi, souvent on dit, il y a des joueurs, ça monte, ça redescend parce que, bah, il y a ce moment après, où le joueur est sorti du lot, mais après, il y a ce moment aussi où il a peut-être pris la grosse tête, ça redescend. Et puis après, on essaye, joueur de plus faire attention et de moins lire et moi, je m'en suis sorti comme ça parce Ouais. que je lisais plus, oui. Donc ensuite, alors, la 2e équipe très, très importante, c'est, l'ASM Clermont-Auvergne qui évolue en top 14 en coupe d'Europe et là, tu vas y rester de 2009 à 2022, 13 saisons. C'est pas rien, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est courant de rester aussi longtemps Alors beaucoup, dans le on parcours va d'un dire joueur? il y a longtemps oui, maintenant, non. Mais aujourd'hui non, bien sûr, j'ai eu la chance, de connaître Clermont, donc sur, 2009-2010. Ça a été un des premiers clubs où j'ai eu la chance aussi de soulever, le bouclier Brennus et aujourd'hui, quand on est jeune, on cherche que ça, c'est de pouvoir avoir la chance de se lever ce bouclier. Donc j'ai eu la chance d'être dans ce club, de grandir avec ce club, de vivre, rugby, de manger rugby et c'est Donc ce que tu faisais depuis toujours ou finalement, tu continuais? oui, mais beaucoup plus et comme je le dis Beaucoup souvent plus. aujourd'hui, quand on a la chance joueur de pouvoir aller jouer dans ce genre de club, que ça soit, Clermont-Ferrand, Toulouse, Toulon, c'est des villes où ça vit que rugby et c'est énorme. Mais est-ce que tu avais été approché, par exemple, par des clubs, du sud, du sud-ouest, ceux dont nous parlions, je sais pas, Toulon, bah, tu citais Toulon, Toulouse, t'ont-ils approché, Est-ce que as-tu été tenté de quitter, Clermont? J'ai été tenté et en fait après, déjà quand mon choix a été fait sur Clermont, c'était d'être un des premiers à pouvoir lever le bouclier de Brennus à Clermont. Donc ça, C'était c'était très important. voilà. Ouais. Donc ça a été un des premiers choix et pourquoi j'ai choisi Clermont, c'était ça. C'était de pouvoir être le premier, être inscrit dans le palmarès de Clermont et être un des premiers. Oui, Alors, effectivement, parce que Clermont n'avait jamais été champion de France. non, bien sûr, donc Jamais avant. jamais. Donc tu avais choisi aussi l'équipe, tu souhaitais une équipe qui ne l'avait pas été pour, ne pas l'être, une fois de plus, finalement? Oui, mais c'était une équipe qui était en train de se construire et qui voulait gagner absolument ce championnat de France, qui sortait de 3 défaites au Stade de France, en finale. Donc, bien sûr, je suis allé dans ce club avec une seule envie, c'est d'être, champion de France et après au fur et à mesure, bien sûr, j'ai des sollicitations, mais après je voulais être, après les championnats de France, je voulais être champion d'Europe et je voulais être un des premiers à être champion d'Europe avec Clermont et malheureusement, bon ça j'ai eu la chance de vivre, 3 finales de coupe d'Europe, mais perdues et ça, c'est peut-être un des plus gros regrets de ma carrière. Donc 2010-2011, ce sont 2 années vraiment très importantes Mmh. puisque, 2010, c'est aussi l'année du Grand Chelem avec l'équipe de France au tournoi Destination. Donc la France a remporté 10 fois le Grand Chelem. C'était le cas, aussi d'ailleurs en 2022, mais c'était le cas avec toi en 2010 et tu as marqué 61 points pendant, ce tournoi Destination, à l'époque.
Ouais, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose. Moi, les chiffres, je les ai pas. Je dis souvent, c'est bon pour les journalistes, c'est Oui, c'est important. vrai. Alors, les Donc, journalistes adorent les chiffres. tu es journaliste, Oui, Thierry, oui, c'est ça. Les donc c'est journalistes bon, adorent les c'est chiffres. pour toi. Mais je pense pas être le seul. Enfin, bon, ça donne des repères, c'est certain. Donc, tu étais le deuxième meilleur joueur de ce tournoi Destination en 2010. Oui, oui, bah, je suis, ouais, Mhm. mais pas premier. Mais pas, voilà. Mais pas premier. C'est pas, C'était Stephen deux- Jones, voilà. le premier, effectivement. J'ai souvent été, je l'ai dit, Coupe d'Europe, 3 finales perdues, souvent deuxième. C'est pas bon. Je retiens pas ça. Alors 2011, la Coupe du Monde. La France est finaliste en 2011 face à la Nouvelle-Zélande. Et là, donc, nous avons une personne qui a souhaité, Morgane, te poser une question. Salut mon fils, je vais te poser une question. On n'a jamais parlé. La Coupe du Monde 2011, est-ce qu'on pouvait la gagner ou non? Tu me répondras? On n'en a jamais parlé. Bisous. Bon, on va d'abord dire qui est cette personne. C'est un de mes idoles. Non, Oui, c'est effectivement l'une de tes idoles. C'est mon père. Après, bon, Antonio. Ouais, Antonio. Donc, pour répondre à ces questions, oui, bien sûr, on aurait pu l'être. On ne méritait pas. Si on refait l'histoire. 2011, c'était quand même vieux, mais on ne méritait pas d'être champion du monde. On sortait de matchs de poule catastrophiques. On a eu beaucoup de mal. On a eu des histoires au sein de l'équipe. Par contre, sur ce match, sur cette finale, on doit être champion du monde. Sinon, tu penses qu'il est légitime que la Nouvelle-Zélande ait gagné la Coupe du Monde qui se déroulait en Nouvelle-Zélande? Oui, sur la compétition, sur ce qu'ils ont montré pendant des années. Maintenant, ça reste une compétition, on peut gagner et tout. Pour moi, bien sûr, on aurait mérité d'être champion du monde et l'histoire était magnifique parce qu'on sortait de 2 mois et demi là-bas ensemble, des histoires dans le groupe, des moments difficiles entre entraîneurs, joueurs, entre joueurs. C'est ce qui fait aussi la beauté et l'histoire humaine. Mais au final, sur un match, on se réunit tous et on n'a qu'un objectif, c'est d'être champion du monde. Et je pense que sur ce match, on doit être champion du monde. Le rugby, c'est certain, t'a fait voyager un peu partout dans le monde, enfin dans les pays de rugby. Était-ce ton premier voyage en Nouvelle-Zélande ou t'étais-tu déjà rendu en Nouvelle-Zélande avant et quel souvenir gardes-tu de la Nouvelle-Zélande, de l'ambiance de cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, des relations avec les All Blacks? Non, après, ça a été un de mes premiers voyages en Nouvelle-Zélande. Pour moi, c'est magnifique. On dit souvent aujourd'hui la fête du rugby. En ce moment, ce qu'on est en train de vivre en France, cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, en 2011, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec la Nouvelle-Zélande entre 2011 et aujourd'hui. C'est un pays qui vit que rugby, qui attend que ça. C'était un événement, il sortait aussi d'un tremblement de terre. Il fallait que la Nouvelle-Zélande, absolument, tout le pays était derrière, il fallait qu'absolument la Nouvelle-Zélande soit championne du monde. Bon, pendant cette finale, tu avais été percuté, c'est ça, par d'autres joueurs. Il y a cette phrase qu'on a beaucoup citée, on l'a entendue au début du mondial. Le football est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous et le rugby un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Donc, et finalement, sont-ils tous vraiment des gentlemen? Oui, ça dépend. Mais non, bien sûr. Après, voilà, moi, le fait de ce match, bien sûr, je suis sorti au bout de 20 minutes, je m'étais cassé le plancher orbital. Ça arrive, hein, ça reste une blessure parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on est dans un sport de contact à risque. Ça, il faut pas il faut pas l'enlever. Aujourd'hui, bien sûr, on nous dit c'est pas risqué. Aujourd'hui, les enfants, on nous dit est-ce que c'est bon d'envoyer nos enfants au rugby? Bien sûr que c'est bon. Aujourd'hui, les règles on essaye d'évoluer les règles, de faire attention. Mais aujourd'hui, c'est pas plus risqué c'est plus risqué. Je prends les pincettes, c'est risqué. Mais il y a d'autres sports qui sont aussi risqués que le rugby. Alors, tu utilises le terme, Morgane, de sport de contact. Moi, j'ai entendu aussi sport de combat. C'est la priorité. On dit souvent c'est un sport de combat. Collectif. Collectif. Parce qu'aujourd'hui, sans combat, on ne peut pas gagner un match de rugby. Parce que pour gagner, il faut combattre. Et aujourd'hui, il faut être agressif dans les règles. Et ça, c'est la base de ce sport.
Donc cette agressivité, il faut l'avoir sur le terrain et essayer de la perdre après, alors hors du terrain. Ou du moins différemment. Parce Différemment. qu'on n'est plus acteur, essayer de la transmettre. Donc c'est là où on dit aujourd'hui, l'entraîneur, je disais tout à l'heure, entraînant, on doit être un entraîneur entraînant et doit passer aussi les messages. Et aussi, j'essaye de faire passer ces messages et que mes joueurs soient durs dans le combat, respectueux en dehors, mais durs dans le combat. Autre Coupe du Monde à laquelle tu as participé en 2015, c'est une nouvelle fois face aux All Blacks. Et là, la France a été humiliée. J'ai retrouvé les articles de l'époque, donc humiliée. Ça se passe en Angleterre. C'était en Angleterre, au Pays de Galles, 62-13 à Cardiff. Quelle est l'ambiance dans les vestiaires en sortant du terrain? Il n'y a pas une mouche qui vole. Oui, c'est plutôt qu'on l'entend. Il y a peut-être une mouche qui vole, mais on l'entend voler. Pardon, on entend voler la mouche, c'est tout. Mais non, ça a été bien sûr, ça a été difficile, mais comme on le dit souvent, on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, on avait fait des matchs où ça avait été très difficile. On avait une vie de groupe qui n'était pas super non plus. Et ça a été compliqué. On n'a pas réussi à se retrouver le jour du match, à essayer d'être bon sur le terrain. Et on est passé à côté sur ce fameux quart de finale. Il faut combien de temps pour s'en remettre? On va dire qu'on a de la chance dans le rugby, c'est de jouer tous les week-ends quand on est pro. Donc ça s'est arrêté. La semaine d'après, on était en vacances et on rattaquait donc 2 semaines après. Donc on peut passer à autre chose. Par contre, collectivement, bien sûr, ça reste marqué. Et aux yeux des Français, aux yeux du public, ça a été compliqué, oui. Ouais, c'est ça. Parfois, il faut subir les réflexions des autres. Et puis, alors peut-être on peut encaisser la première, mais quand elles sont régulières, ça commence à être difficile à encaisser. Ouais, après, c'est l'histoire de chacun. Et à rester un gentleman, peut-être. Oui, gentleman, on essaye, mais c'est surtout l'histoire de chacun. Aujourd'hui, ça, c'est mon histoire avec celle des autres joueurs de cette Coupe du Monde. C'est aussi mon histoire. Elle m'a fait grandir aussi en tant que joueur. 2011 m'a fait grandir. 2015 m'a fait grandir. M'a permis aussi une remise en question. M'a permis d'évoluer. M'a permis de changer les choses aussi dans mon jeu, d'essayer de grandir. Donc ça, c'est important. C'est la vie de sportif. C'est aussi de savoir se remettre en question. Et on a essayé, et chacun dans son coin, les joueurs, ont essayé de se remettre en question. Mais la chance que l'on a eue, c'est de pouvoir basculer vite en club. Alors, on a une autre photo avec deux garçons sur cette photo. Tu peux les nommer facilement. Vern Cotter, qui a été mon premier entraîneur à Clermont-Ferrand, et Franck Azema, qui a pris la suite de Vern Cotter, avec qui je suis proche. Vern aussi, mais beaucoup moins parce que il est plus froid, on va dire, et Franck un peu plus ouvert. Mais au-delà de ça, la question, Morgane, c'est si tu devais dire ce que tu dois à tes entraîneurs, en quoi effectivement leur es-tu redevable? Vern Cotter, quand j'arrivais d'un petit club, mais pas que, hein, les autres. Hein. Mais on va dire que si on prend aujourd'hui, tu as mis cette photo. Aujourd'hui, Vern Cotter, j'arrivais de Bourgoin-Jallieu à côté de Lyon, donc en top 14. D'un petit club, entre guillemets. Aujourd'hui, Clermont-Ferrand était un grand club et voulait être champion de France. Aujourd'hui, cet entraîneur était venu de Nouvelle-Zélande pour être champion de France. Il était très dur, mais il m'a appris aussi la rigueur et tous les sacrifices et tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir être champion de France. Et aujourd'hui, bien sûr, dans la façon de travailler, dans la façon dont j'entraîne aussi maintenant, parce qu'aujourd'hui, on prend souvent le meilleur de chaque entraîneur que l'on a eu. Et aujourd'hui, Vern en fait partie, Franck en fait partie, d'autres. J'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs, des moins bons, des moments difficiles où je ne m'entendais pas non plus, parce que tout n'est pas rose. Et ça, mais après, c'est ma vie et c'est ce qui m'a fait, je le dis encore tout à l'heure, grandir. Ouais. Mmh. Alors, on a une autre photo que nous allons regarder, Morgane. J'avais des cheveux encore. Je suis en train de les perdre. Tu vois, les cheveux. Ouais, un petit peu. Hein. Beau gosse, hein. Ouais, ça, je sais pas. Non, pas beau gosse. Mesdames, beau gosse. Beau gosse. Merci. On l'a sur l'écran aussi. Alors, il y a donc la fameuse photo des dieux du stade, donc à la une du calendrier. On aurait pu montrer la photo. On n'a pas trouvé la photo qui est à l'intérieur du calendrier. On l'a pas. Vous l'avez? On veut pas la voir.
Je ne sais pas si on. Ben, venez nous la porter. On va. Ah, venez nous la porter. pas vrai. Venez. On va regarder ensemble la photo qui est à l'intérieur. Ce serait dommage de priver nos amis quand même, Morgane. Il faut. C'est important. Mais important. Ah, vous en avez plusieurs collections. Ça va. C'est la serviette qui est placée. C'est la serviette. Ouais. C'est les mêmes. Non, moi, je croyais que c'était un ballon de rugby qui avait été utilisé comme cache-sexe. Non. D'accord. Ouais, voilà. J'avais perdu le ballon. C'est un plaisir de poser pour une photo comme ça. Ça a été un peu bien sûr, dans l'air du temps à l'époque. Max Voisini au Stade Français. En plus, j'étais pas du Stade Français. Et les joueurs un peu français qui tournaient ont eu la chance, on a été appelés pour faire ce calendrier. C'était un peu la mode, c'était un peu c'était sympa. Donc de voir autre chose, c'est différent, mais c'est très différent que le terrain. Ouais, mais voilà, donc c'est une expérience en plus. Mais je me demandais si la vraie consécration, c'est peut-être celle-là, c'est d'être à la une du calendrier, donc les dieux du stade. Bien sûr, j'ai joué au rugby que pour ça. Donc j'ai attendu ça que pour ça. Et je pense que. Mais je suis persuadé que Antonio, ton père, a adoré. Hein. Oui, ma mère aussi. Ta mère aussi, hein. Mon père, tout le monde. Parce que on a essayé de trouver des éléments un peu de ce qu'aime, de ce qu'aime pas, de ce que n'aime pas Morgane. Enfin, bon, pas trop de vie privée, c'est pas le principe non plus. Hein. Alors on a trouvé, bon, ça c'est pas méchant que tu étais à une époque fan de Lionel Richie, toujours. Tu veux nous fredonner? Non, ça je suis vraiment pas bon. Say You, Say Me. Non, c'est pas possible. Mais non, bien sûr, j'aimais bien. Ouais, j'aimais ça. Alors, et ton père? C'est quand je draguais. C'est quand je draguais, ça. Ah, c'est ça. Ça marchait. Ouais, tu dois la connaître. Karaoké, Morgane Parra. Say you, say me. Say it for always. On va la laisser jusqu'au bout. Non, on va pas laisser. Ah, merci. Voilà, merci pour les lumières et tout. Bon, beau moment. Également, alors j'ai failli moi me ridiculiser totalement une fois de plus parce que ton papa m'a dit. Alors j'ai demandé l'intérêt. Est-ce que Morgane aime cuisiner, par exemple? Alors ça, j'ai pas la réponse. Ça non. Mais je lui dis alors autre sport et donc il m'a dit mais il a un intérêt pour le paddle. Alors, j'ai bien vérifié des photos de paddle et je t'imaginais sur l'eau, effectivement, sur un paddle, en train de ramer. Et je me dis, il y a une cohérence. En même temps, je me suis dit, il y a une cohérence parce que, bon, sport d'équipe tout le temps, tu es en groupe. Et je me suis dit, il doit avoir besoin de moments de solitude. Et comment ne peut-on pas être plus seul que sur un paddle au milieu de la mer, comme ça, et peut-être réfléchir à sa vie? Et tout à l'heure, on en a parlé un peu avant, j'ai bien fait. Bah, c'est pas ça du tout. Alors, tu t'es trompé sur la photo et tu as failli te tromper. Mais non, ça a été bien sûr le paddle, donc c'est le paddle tennis qui est un peu en mode. Qu'est-ce que c'est le paddle tennis? Tout le monde connaît le paddle tennis? Je pense, ça a beaucoup pris. Ok. Non, mais j'ai eu la chance de le connaître très tôt, il y a 6 ans, même un peu plus. Aujourd'hui, il est à la mode en ce moment parce qu'il est retransmis, parce qu'il se développe. Donc, c'est un mélange de tennis, de squash avec des parois ou à 2 contre 2 aussi, ça se joue à 2 contre 2, donc j'aimais ça parce qu'on était à 2, c'est un sport d'équipe. Et après, j'avais une base de tennis, je jouais un peu beaucoup au tennis en dehors sur les pré-saisons, où ça me permettait de garder un peu la forme, de voir autre chose. Et j'ai accroché avec ce sport. Quelqu'un à Clermont l'a créé, l'a instauré dans un centre de sport. Et je m'y suis mis, donc, comme je dis, il y a 6 ans. Et puis, dès que j'ai un moment, je joue au paddle. Alors maintenant, j'ai un peu plus de temps, même si entraîneur, ça prend du temps. Mais j'ai plus aucune contrainte de me blesser ou d'être mort physiquement. Donc, voilà. Donc, je joue pas mal en ce moment. On ouvre un autre chapitre, Morgane Parra et ses surnoms. Alors, bon, tu as été affublé d'un certain nombre de surnoms. Est-ce que les surnoms font plaisir? Peut-être colle-t-il à ton caractère sur le terrain,
Mais quand même, est-ce qu'ils font plaisir, même si c'est pas forcément glamour, puisqu'on t'a surnommé le merdeux ou petit merdeux parfois, la C'est ronce, bien. le morveux. Ouais, après, c'est plus des surnoms affectueux parce C'est que affectueux. ouais, c'est affectueux. C'est bien, non? C'est pas. C'est des joueurs. Tout dépend qui te dépend traite. qui. Voilà. Voilà. Hein, Non, c'est et des joueurs avec qui j'ai joué. Chabal, par exemple. Chabal, d'autres joueurs qui m'ont vu attaquer en étant plus jeune. Donc, quand voilà, j'aimais les taquiner, j'aimais chambrer, j'aime partager ces moments avec les avants parce qu'aujourd'hui, le poste de numéro 9, c'est avoir un partage aussi avec eux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et donc, voilà, d'où tous ces surnoms. Autre anecdote, il t'est arrivé de porter plainte contre des supporters. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance donc voilà d'être champion de France pour une deuxième fois à Clermont en 2017 et pendant la finale le soir donc nous on fait la fête et à 5h du matin j'ai des gens qui avaient escaladé le portail et se De baigner ta maison, de ma maison, se baigner pas le club, ta voilà maison. tout nu dans la piscine à Dans 4-5 ta potes piscine. dans la piscine et surtout tout nu et prendre les vidéos et Ils avaient vu le calendrier des dieux du stade. Alors. ouais, ils ont vu ça, ils ont voulu faire pareil, mais il n'y avait pas de photographe. Donc par contre, quelqu'un filmait. Donc, un de leurs potes avait filmé, l'avait mis sur les réseaux sociaux. Et en fait, on était sur le retour dans le train. Et bien sûr, on n'aime pas être visité, entre guillemets. Donc, on a recherché, j'ai retrouvé les personnes. C'était des jeunes rugbyman du Sud qui étaient venus voir cette finale à Clermont, faire la fête. Et ils ont dû avoir mon adresse, je ne sais pas, par quelqu'un. Et ils sont venus se baigner. Donc, j'ai voulu marquer le coup, porter plainte. Après, bien sûr, j'avais qu'une idée, c'était de l'enlever. Donc, je les ai fait revenir ils étaient à côté de Béziers. Donc, ils sont venus. J'ai partagé un moment avec eux. Je leur ai dit ce que je pensais. Ils t'ont présenté leurs excuses. Voilà. Donc là, j'étais un peu énervé. Et après, ils se sont excusés. Et à partir de là, j'ai enlevé la plainte. Alors, on ne peut pas parler de rugby sans parler de la troisième mi-temps. Les troisièmes mi-temps, en général, sont mémorables. Elles sont importantes au niveau de l'esprit d'équipe, de la cohésion de l'équipe. Elles sont importantes, même s'il y en a beaucoup moins, parce qu'avec ce rugby professionnel et aussi d'enchaîner tous les week-ends, ça reste dur. Mais ça reste important, c'est aussi valider le travail fait tout au long de la semaine par une victoire. Et c'est pas négligeable. Maintenant, il y a les moments pour exagérer et il y a les moments pour être plus calme. C'est ça. Mais l'un des membres du club, du rugby club de Metz, me disait que avec les joueurs de rugby, si tu dis à l'un des joueurs, on va boire un coup, toute l'équipe arrive. Et si tu invites un joueur à dîner, eh ben, il est possible qu'il arrive lui-même avec toute l'équipe aussi pour le dîner. C'est vraiment comme ça? Oui, c'est un peu c'est ça. Et puis surtout, après, bon, il y a plein de choses. On aime aussi faire les cadeaux. On a été invités, nous, on avait des repas de joueurs entre nous. On est arrivé, on achetait un lapin et puis on lui donnait le lapin. Donc, il devait s'en occuper. Donc, il y a eu plein de choses. On a eu une chèvre. Et, il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est important. C'est ce qui garde aussi l'état d'esprit et la bonne humeur au sein d'un groupe. Alors, nous avons encore une photo qui n'est pas extraite, tirée du calendrier des dieux du stade, mais c'est quand même un dieu du stade, effectivement. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Aujourd'hui, tu as mis un terme, c'est récent quand même, à ta carrière de joueur professionnel. Ça a été une décision mûrement réfléchie, facile à prendre, pas tant que ça. Entre les deux, ça a été difficile parce que quand c'est fini, c'est vraiment fini. Et c'est très difficile de revenir. Les chanteurs peuvent faire leur comeback. Exactement. Le sportif, quand il finit, s'il ne s'entraîne plus, plus l'âge avance, plus c'est dur de revenir. Donc j'avais fait ça bien sûr toute ma vie. Depuis, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi à l'école de rugby de Metz. Après tout le parcours. Et après de dire que c'est fini, j'ai pu me lever, je ne vais plus être acteur en fait des choses. Et ça c'est de se dire, c'est vraiment fini. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce poste aussi maintenant d'entraîneur, bien sûr, du jeu du Stade français et du jeu au pied, qui m'a été présenté par Karim Ghezal et Laurent Labitte, qui sont entraîneurs qui vont me rejoindre après et être, entre guillemets, mes supérieurs.
Mais j'ai eu la chance de ça, donc je me suis dit autant partir dans cette aventure tout de suite, ne pas louper le train et de monter dans cette histoire. Et j'espère que ça va se passer le mieux Et possible. donc, tu es toujours acteur, finalement, Alors, plus acteur sur le terrain, sur le terrain, mais à côté. mais je maîtrise, vraiment, je maîtrise d'en haut. sur le banc, mais quand même sur le terrain, juste à la limite. Et le rôle d'un assistant coach en charge de l'attaque et du jeu au pied, c'est son rôle précis, c'est quoi? Il y a combien d'entraîneurs, par exemple, au Stade français? Au Stade français, il y a, on va dire, on est 6, à peu près 6 entraîneurs. Il y a un entraîneur de la défense, un entraîneur de la mêlée, un entraîneur de l'attaque et du jeu au pied. Donc, un rôle, un entraîneur principal. Oui, à peu près 6, oui. Plus après, tous les préparateurs physiques, les analyses vidéo. Tout ça, on est sûr, on ne voit pas tout ça parce qu'aujourd'hui, la semaine est faite de façon, vous voyez le spectacle le samedi à la télé, mais il y a un gros travail, il y a beaucoup de personnes. On parle aujourd'hui même, ça va plus loin, les kinés, les intendants, on a aussi des bénévoles qui nous suivent, qui rangent le matériel. C'est pas rien, donc on a la chance d'être très bien suivi. Et leader du top 14. Pour l'instant, je touche du bois, pourvu que ça dure. Avant, on va tirer au sort des finalistes ce soir. Il y aura 2 finalistes qui vont repartir avec des cadeaux. Mais avant de passer au tirage au sort, on va passer aux questions. Donc, alors, on va essayer de mettre un peu plus de lumière Parce que là, je vois dans la vraiment rien. salle. Voilà, là, on ne voit pas grand-chose. Et puis voilà, c'est bien. Et puis, vous allez pouvoir poser quelques questions à Morgane Parra. Peut-être tes héros vont te poser des questions. On aimerait bien. Donc voilà, monsieur. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Sur ce qu'on a vu jusqu'ici à la Coupe du Monde, quel est selon toi l'adversaire principal de la France? Est-ce que c'est plus l'Irlande? Est-ce que c'est plus l'Afrique du Sud? Ou est-ce que ce serait prétentieux de dire que la France pourrait être l'adversaire principal de la France? Ouais, c'est ça. Je pense que les Français, à leur meilleur niveau, sont capables de tout. Maintenant, si je dois retenir une équipe, pour moi, ça serait l'Afrique du Sud. Une équipe, c'est vraiment celle qui, même j'ai eu la chance de les jouer, physiquement, c'est impressionnant. C'est dur, on a l'impression, on joue pas le même rugby, c'est très costaud. Il y a eu ce fameux match à Marseille il y a quelques temps pour l'équipe de France, où l'Afrique du Sud a joué à 14 contre 15 et ça a été un match très difficile pour l'équipe de France. Alors, autre question juste à côté. Ah, sinon, on vient après. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir. Madame. Bonsoir. Un peu plus tôt dans l'interview, vous avez évoqué, quand on a parlé donc, du sport de combat et d'évitement, moi j'aurais une question. Aujourd'hui, compte tenu des gabarits et des risques inhérents au rugby, et notamment des commotions cérébrales, puisqu'on en parle beaucoup, Bien sûr. est-ce qu'on pourrait parler d'un poids minimum ou en tous les cas d'un type de gabarit à avoir pour éviter de se blesser, ou en tous les cas comment protéger les jeunes joueurs, notamment quand ils en ont déjà eu une? Alors déjà, il y a les règles qui sont mises en place aussi. Si on prend les niveaux différents, le top 14 n'est pas arbitré comme les niveaux en dessous. Aujourd'hui, le rugby club de Metz n'est pas arbitré comme en top 14. Aujourd'hui, les instances font d'essayer d'être vigilants sur tout ça. Maintenant, un poids, non, parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs du top 14 qui font peut-être 80 kilos et aujourd'hui n'ont pas eu de commotion. Ça reste, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais pour moi, il y a des protocoles, il y a eu des médecins, des études, beaucoup d'études, bien sûr, parce qu'il y a eu le football américain aussi entre-temps. On a eu des joueurs de rugby qui se sont plaints. Donc maintenant, on est beaucoup suivis. Les jeunes sont suivis, même aujourd'hui, un KO chez un jeune, jamais il doit reprendre. Un jeune qui a 12, 13 ans, 14 ans, il fait un KO, il ne joue plus pendant 3 mois pratiquement. Tant que ça, c'est important. Mais après, pour moi, c'est aux éducateurs d'être conscients de ça. Aujourd'hui, il y a des clubs, parce que c'est le meilleur joueur, il fait un KO. On dit non, mais c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Et une semaine après, il joue, ça, c'est pas normal. Donc ça, c'est au club et aux éducateurs d'être vigilants sur ça. Merci. Donc, autre question. Alors, on en a pas mal, on va avoir le temps. Il y avait monsieur, puis après, on viendra vers le devant.
Bonsoir Morgane. Bonsoir. Salut Thierry, bonsoir à tous. Salut. Je t'avais pas reconnu. Voilà, c'est moi. Ouais. Une petite question. Vous parliez tout à l'heure de désillusion et de regrets suite aux 3 finales de Coupe d'Europe perdues. Moi, j'aimerais revenir sur celle d'Auckland. Vous perdez contre la Nouvelle-Zélande d'1 petit point. Vous sortez avant la 20e minute de jeu. Est-ce qu'on peut parler de rendez-vous manqué, de traumatisme, parce qu'on touche la Coupe du Monde limite du bout des doigts et au final, ça vire clairement au cauchemar pour vous? Est-ce que ça fait partie là aussi des plus gros regrets, étant donné que c'est une finale de Coupe du Monde et on n'en fait pas 36 dans sa vie? Exactement, c'est pas un regret parce que déjà j'étais jeune et en fait c'est là où on se rend pas compte quand on est joueur et ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs qu'une Coupe du Monde ça peut être qu'une fois. J'ai eu la chance d'en vivre 2, mais je me disais peut-être on va revivre le même événement, ça va être facile. J'ai eu la chance pareil d'être champion de France, je me suis dit derrière je vais enchaîner des titres et en fin de compte j'ai mis 7 ans après avec l'équipe pour pouvoir en gagner un. Et en fait on pense que quand on attaque tout est facile. Et aujourd'hui, peut-être que je n'avais pas pris conscience de ce qu'on avait vécu, où on était, et d'être en finale d'une Coupe du Monde, parce que j'étais jeune, insouciant et différent. La Coupe d'Europe, différent parce que c'est un travail pendant des années, une prépa physique qui attaque en juillet pour se retrouver en mi-juin sur une finale. Donc c'est très long et très dur. La Coupe du Monde différemment, comme je l'ai dit, parce que j'étais peut-être jeune et je ne m'étais pas rendu compte de l'événement. Et peut-être de ne pas l'avoir joué aussi jusqu'au bout et de revenir aussi où j'ai dit on ne méritait pas de gagner. Qu'avec Clermont, sur ces 3 finales de Coupe d'Europe, il y a une année, on est entre guillemets intouchable jusqu'à la finale et à la finale, on se loupe. Et est-il arrivé que tu te dises on ne méritait pas de gagner et on a gagné? Oui, ça arrivait aussi dans Ouais. l'autre sens. C'est sûr que c'est, mais ça on le retient pas. On dit que c'est normal. Il faut ce petit facteur de chance, mais ça c'est normal. On avait alors une question devant. On a des questions devant. Si le micro peut venir vers le devant. Oui, il y a quelqu'un. Il y a une question. Voilà. Après, on le fera. Alors, moi, je suis désolée, je n'ai pas de questions. Je suis une fan de la. Mais si vous pouvez ne pas avoir de questions dans le micro. Voilà. D'accord. Je suis désolée, je n'ai pas de questions. Je suis une fan de la première heure. Je suis de Verdun. Et je voulais te demander, est-ce que tu sais que pour nous, sur le terrain, tu étais le maître du jeu? C'est gentil. Alors, je ne sais pas, en tout cas, le poste fait qu'il faut essayer de l'être. Et donc, j'ai essayé pendant quelques années, essayer de faire le maximum. Après, c'est surtout, je rentrais sur le terrain de me dire d'avoir aucun regret, de jouer à fond, de jouer mon jeu et d'être moi-même au sein d'un collectif. Et ça, c'était la priorité pour moi. Merci. Plaisir. Pour ta carrière. Merci. Merci, madame. Si on n'a pas de questions pour le moment par là, on va pouvoir s'approcher parce qu'on a plusieurs questions sur le devant. Ah ben, on a l'autre micro qui arrive. Voilà. Bonsoir. Vous êtes fraîchement retraité. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste de coach de l'attaque Stade de France? C'est d'avoir la main encore dans le rugby et de pouvoir. J'ai des idées, j'ai une vision du rugby par mes entraîneurs d'avant, de prendre le meilleur de chacun. La vision du rugby, et quand je regarde les matchs, j'ai des idées et c'est de pouvoir aussi mettre en place ces idées, de partager et aussi tout simplement d'avoir ce plaisir. J'ai vécu, comme j'ai dit, à 4 ans et demi, de pouvoir aller aux entraînements, d'être avec un collectif, de prendre le bus, de partir, d'être à l'extérieur, même si j'adore être avec ma famille et ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai été un privilégié et je suis encore. Donc, je me dis, quand on a la chance, il faut aller au bout des choses. Et j'essaye d'aller au bout des choses. Et le jour où je prends plus de plaisir, ça sera la priorité. Et ça, à partir de là, j'arrêterai. Mais t'étudies, Morgane, à bientôt 35 ans, puisque le 15 novembre sera ton anniversaire. Mais t'étudies, je suis retraité. Oui, mais il en reste. Mais sportivement, oui, ça fait bizarre. Ouais. Oui, parce que tu n'auras pas de carte vermeille tout de suite. Hein. Non, exactement. Réduction dans les trains, rien du tout. C'est pour ça que j'ai dit je vais bosser encore, je vais passer entraîneur. C'est ça, retraite active, effectivement. Autre question. Bonsoir Morgane. J'avais une question. Comment vit-on le haka en tant que joueur de l'équipe de France? Ah oui, c'est une très bonne question. On n'en a pas parlé du haka. Cette formation en V notamment, ça nous a donné vraiment la chair de poule. Parce que chacun est dans sa bulle, chacun vit différemment.
Ouais, bien sûr, c'est de l'extérieur. Au début, les premiers sont impressionnants. Les deuxièmes, troisièmes, après, on essaye de comment dire, c'est pas que c'est marrant, on reste un sport de combat, un sport où on veut, entre guillemets, gagner le face-à-face. Et là, à partir de là, on essaye de trouver des astuces. Donc, bien sûr, il y a eu le V pour essayer de les perturber, d'avancer, d'avoir ce face-à-face, même si on sait il n'y a pas de combat. Mais ça reste impressionnant au début, ouais. Parce qu'en plus, quand on est jeune, on voit ça à la télé. Moi, j'étais un fan de la Nouvelle-Zélande, je regardais. Même quand j'étais petit, je pensais que je pouvais jouer pour la Nouvelle-Zélande, donc je m'entraînais à faire le haka. Et en fait, est-ce que tu es tatoué Non, pas tatoué, mais je pensais pouvoir jouer pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, quand on est tout petit, tous les petits veulent faire le haka et être en Nouvelle-Zélande. Donc oui, impressionnant. Après, bien sûr, plus ça passe, c'est différent. Ouais. Y a-t-il une émotion à chanter, notamment en Coupe du Monde, la Marseillaise sur le terrain? Ouais, Coupe du Monde ou pas. Hein. Donc, dès qu'on a la chance, on représente le pays, on représente le travail, on représente aujourd'hui une région. Je représentais aussi ce club de Metz, les clubs formateurs. On parle de Metz, je suis passé par Dijon, par Borouin, par Clermont, donc tous ces clubs. On représente ça, les jeunes s'identifient à nous et on a une fierté et c'est important de chanter et de représenter l'équipe de France. Alors, on a d'autres questions. Ah, le micro est reparti. Ah, bon, alors il reviendra devant. Hein. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Parmi tous les coéquipiers que tu as eu en équipe de France, est-ce qu'il y en a un ou deux, si tu devais en retenir quelques-uns, qui t'ont particulièrement marqué durant toute ta carrière, que tu retiens particulièrement? Non, j'ai eu beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué et de grands joueurs. Mais aujourd'hui, j'ai un joueur qui en plus actuellement joue pour l'équipe de France encore. C'est Damien Penaud que j'ai vu évoluer avec nous autour de nous à Clermont-Ferrand, qui était un jeune joueur qui avait des qualités énormes. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y en a qu'un comme lui. C'est des qualités physiques énormes, mais c'est surtout le sens du timing. On dit souvent un bon rugbyman, c'est celui qui sent les coups, qui pue le rugby, et lui, il en fait partie. Monsieur? Oui, bonsoir Morgane, merci pour cet échange déjà, c'était chouette. J'ai deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait pour vous la différence entre un joueur de haut niveau top 14 et un joueur international, indépendamment des qualités physiques ou athlétiques ou techniques? Et deuxième question, quand on est numéro 9, qu'on a un paquet d'avant qui doit s'arracher pour vous, qu'on a 19 ans, qu'on fait 70 ou 80 kilos, qu'est-ce qui fait quelles sont les compétences qu'on a pour que ces gens-là aient envie de travailler et de se faire mal pour vous? Alors pour la première, c'est bien sûr, il y a le mental aussi, je pense. On est au bout d'un moment tous à haut niveau, le même kiff, bien sûr. Et après, il y a un facteur, c'est aussi la blessure. La blessure aujourd'hui ne permet pas à certains joueurs d'exploser. D'autres explosent plus vite. Et après, il y a, je pense, la capacité et le mental. Ça en fait partie. Et au bout d'un moment, il y a celui qui va lâcher et l'autre qui va y croire et qui va tenir. Et au bout d'un moment, ça passe. Donc, je pense c'est ça. Après, pour venir, pardon, c'était par rapport au fait que quand on est un numéro 9, de pouvoir avoir l'adhésion de son paquet d'avant, qui sont parfois des gars peut-être un petit peu rugueux ou autres, qui vous challenge et qui doivent adhérer un peu aux directives, au style de meneur du numéro 9. Tout simplement, pour être, si on part, c'est plus une question de respect. Il faut être capable de faire ce que l'avant fait, même en faisant 80 kilos ou beaucoup moins. Alors, bien sûr, pas à leur intensité, pas à leur niveau, mais il faut être capable d'aujourd'hui les remplacer. Parce que quand on joue devant et que le numéro 9 est derrière, et on est protégé par ses avants, mais ses avants sont beaucoup plus fatigués. Le fait qu'ils ont plus de tâches que nous. Et à partir de là, il faut les remplacer sur leurs tâches. Alors, ça sera beaucoup moins bien, mais il faut être capable de le faire. Et je pense qu'à partir de là, il y a une certaine forme de respect qui se fait avec son numéro 9. Et aussi, il y a le partage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important, c'est le partage en dehors, d'être auprès d'eux, de partager des moments, d'échanger. Moi, j'avais une anecdote, c'est à Clermont-Ferrand, tous les ans, je leur faisais, aux avants, je les invitais à la maison et je leur faisais le repas des gros, entre guillemets. Donc, je les invitais à la cave et j'avais du vin. Il y avait des bouteilles de vin à boire. On arrivait sur les dates.
Donc, je leur invitais, on faisait un gros casse-croûte avec les amants. Donc, après, il y a aussi le partage et cette convivialité. Autre question? Il n'y a plus de questions? Moi, tu parlais on parlait des blessures. Est-ce que c'est tout en jouant, il y a cette, toujours l'idée d'essayer de ne pas se blesser? Est-ce que c'est une préoccupation qui est présente pendant tous les matchs? Enfin, être le plus performant possible, mais sans, en évitant la blessure. Alors inconsciemment, oui, on se dit, on va. C'est souvent à l'aube de gros rendez-vous. Donc là, je prends pour ces joueurs qui jouent à la Coupe du Monde, c'était peut-être juste avant de partir en préparation Coupe du Monde, les matchs amicaux. Aujourd'hui, on a peur de ça, mais souvent, on a la phrase bateau, on se dit, il faut jouer à fond quoi qu'il arrive, et on verra ce qui se passe. Donc ça, c'est la phrase, mais bien sûr, inconsciemment, on ne veut pas se blesser sur ces gros rendez-vous. Pareil, quand on enchaîne en top 14 et il arrive ce quart de finale, admettons, de Coupe d'Europe au milieu, on veut jouer ces grands rendez-vous. Pourquoi? Parce que quand on est joueur, on n'a qu'un but, c'est d'être sur les grands rendez-vous. D'autres questions? Oui. Oui. Là, oui. Oui, parfait, on vous voit. Ouais. Bonsoir Morgane. Bonsoir. La joie, c'est bon. Là, Bah, levez-vous, comme ça on vous verra encore mieux. Bah, voilà. Voilà, on a eu Jacques Fourou, Pierre Berbizier, Fabien Galtier, des numéros 9. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que pour vous, il y a peut-être un espoir dans 5 ou 10 ans à la tête du 15 de France? Ouais, si, bien sûr. Si j'ai pas eu la carrière qu'ils ont eue en équipe de France, parce que ça a été quand même des joueurs qui ont marqué l'équipe de France. J'aurais aimé avoir plus avec l'équipe de France, de faire aussi partie d'une génération comme celle qui est en ce moment en équipe de France. Mais bien sûr, sur le fait d'entraîneur, si je peux avoir ce même parcours, avec plaisir. Maintenant, il reste du travail. J'ai besoin d'apprendre énormément. J'ai la chance dans quelques mois, Laurent Labitte, Karim Ghezal vont nous rejoindre. En fait, c'est plus moi qui les rejoins après. Mais d'être avec eux, d'apprendre d'eux, de partager les expériences aussi avec d'autres entraîneurs. J'ai un entraîneur de la défense qui est anglais, qui a été entraîneur de la défense en équipe d'Angleterre. Donc, beaucoup de partage, de grandir, de faire mes propres expériences aussi, parce qu'il faut que je sois confronté aussi dans le dur. Aujourd'hui, ça se passe bien, mais il faut que je sois aussi dans la difficulté pour pouvoir rebondir et apprendre, comme un peu la carrière de joueur. D'accord. Et une dernière chose aussi, quel était votre, on va dire, plus bel ou plus dur adversaire en tant que joueur dans tous vos matchs internationaux? L'Afrique du Sud. Pour moi, et un joueur en particulier? Non, parce que joueur... À mon poste, on est derrière, je l'ai dit tout à l'heure, on est protégé par les avants, donc on n'est jamais vraiment face à face. Mais il y a eu des joueurs rugueux, et les joueurs rugueux font partie beaucoup de l'Afrique du Sud. Et Faf de Klerk, pour vous? Oui. Bota. En fait partie, d'autres comme ça. D'accord, ouais. Merci. Encore une question, monsieur? J'ai une question pour Morgane, parce que là... Le héros. On se connaît beaucoup. On a passé tellement de moments. Là, je parle de la sélection portugaise parce qu'ils ont fait une bonne rentrée en Coupe du Monde, là. Et je me rappelais d'une année avec ton papa. Je pense que Dougui est un peu au courant aussi. C'est que la sélection était à Strasbourg. Et puis, ton papa, il me disait, ouais, j'ai le sélectionneur de l'équipe du Portugal là, qui m'a contacté. Puis ton père était blessé à cette époque-là. Et là, ma question, en fin de compte, j'irais pour finir ta carrière, est-ce que la sélection, l'entraîneur de la sélection du Portugal, t'a pas proposé de faire quelques piges avec cette sélection, quoi? Non, j'ai eu, juste avant, quand ils étaient sur ces matchs de préparation, j'ai eu le président de la Fédé portugaise qui m'a contacté, qui m'a demandé si j'étais capable, c'est quand il y a eu ce fameux règlement où en fait on pouvait passer et rejouer pour une autre nation. Et en fait, j'ai refusé parce que tout simplement, j'ai joué pour l'équipe de France et pour moi, c'était inconcevable de pouvoir jouer pour une autre nation. J'ai eu la chance. Et de jouer contre l'équipe de France? Ouais, contre l'équipe de France, où ça c'était encore même anecdotique. Moi, j'ai souvent critiqué des joueurs qui ont joué en moins de 18 ans d'Afrique du Sud de venir en équipe de France et d'être international français. Donc, je ne me voyais pas aujourd'hui aller piquer la place d'un joueur, quelqu'un qui soit
d'origine portugaise, mais qui n'avait pas joué pour l'équipe de France, qui pouvait rendre service à l'équipe du Portugal, ou un joueur du Portugal. Et pour moi, ça, c'était important. Et pour ça, voilà, j'ai refusé. Et bien sûr, j'ai eu la chance aujourd'hui d'être avec l'équipe de France. Donc, c'est plus facile de refuser quand on est joueur français. Par contre, je n'aurais pas joué pour l'équipe de France. J'aurais eu cette opportunité. Pourquoi pas, bien sûr, j'aurais joué pour l'équipe du Portugal. C'est une question d'éthique, finalement. Hein. Oui, de respect. J'ai un maillot. J'ai joué pour l'équipe de France. Je suis joueur français. Et c'était pour moi important de rester et qu'il y ait cette image voilà, de joueur français. A-t-on encore des questions? Ah ben oui, madame. Bonsoir, vous avez parlé de votre rapport un petit peu à la souffrance. On sait que c'est important dans le sport. Là, vous parliez de l'importance d'être confronté à des difficultés en tant qu'entraîneur. C'est quoi votre rapport, en fait, en tant que sportif de haut niveau, à la souffrance, aux difficultés et à l'échec de manière générale? On aime, on va dire, le sportif de haut niveau aime ça, aime être, confronté à ce qui se fait de plus dur, parce qu'aujourd'hui, c'est d'aller rechercher ce qui n'est pas possible. Et aujourd'hui, quand c'est dur, on tombe. Après, le plus dur, c'est de se relever, retravailler, d'aller rechercher ça, retomber. Voilà, on parle de titres. J'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, 2010, le titre de champion de France, derrière 7 ans de sacrifice, de douleur, où on perdait en quart, en demi, en finale, tomber contre plus fort, des moments difficiles, des moments dans le groupe aussi difficiles, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'un groupe, quand tout va bien, ça gagne. Par contre, on a des moments très difficiles où tout ne se passe pas très bien dans un groupe, que ce soit un rapport entre joueurs, entre entraîneurs. Donc, c'est plein de remises en question, mais bien sûr, j'aime ça, parce que quand c'est trop facile, il n'y a aucune saveur. Et aujourd'hui, quand c'est très difficile, comme ça a été le cas pour revenir 7 ans et pour gagner en 2017, on a ce goût. Et quand on est champion, c'est incroyable. C'est cette émotion. On dit souvent c'est l'adrénaline. Le sportif, c'est l'adrénaline et c'est l'ascenseur émotionnel. C'est d'aller chercher l'adrénaline. C'est ça aujourd'hui. On va dire ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est ça. C'est l'adrénaline du jour J. Aujourd'hui, j'entraîne, je suis stressé, mais je n'ai pas ce stress comme je l'ai eu en étant joueur. J'ai le stress le jour J, mais avant, joueur, je l'avais tout au long de la semaine, sur la préparation, sur tout ça. Donc voilà un peu le... Donc ça te manque? Ça me manque. Donc je l'ai encore un peu, parce que j'ai le stress le jour J. C'est ça. Donc l'adrénaline et la peur de décevoir, la peur d'être confronté à plus fort aussi, hein, tout simplement. Hein. Aujourd'hui... moi, j'ai beaucoup de respect pour les combattants, que ce soit de MMA, de boxe et tout ça, parce que c'est 1 contre 1. Et aujourd'hui, il ne faut pas décevoir. Et souvent, il est tout seul. Nous, aujourd'hui, c'est collectivement, on est 15 même avec les remplaçants plus, mais on est 15 sur le terrain, donc ça n'a rien à voir. Allez, on va prendre la dernière question peut-être, avant de passer au tirage au sort. Vraiment la dernière question. Oui, Morgane, bonsoir. Vous avez beaucoup parlé donc de l'entente entre joueurs, qui est évidemment une composante importante du jeu. Et on parle notamment dans ce jeu de l'importance de la charnière. Donc vous étiez une composante de cette charnière. Avec quel numéro 10 avez-vous le plus de plaisir à jouer? Bon, j'ai eu, on va dire sur l'expérience, j'ai eu Brock James. Et ça a été un joueur pour moi quand je suis arrivé à Clermont. J'avais 19 ans, 20 ans. Il m'a appris, comme les entraîneurs, la rigueur, l'exigence pour être un joueur de haut niveau. Il y avait des anecdotes, je m'entraînais avec lui. Je lui faisais une passe un peu trop basse, il ne la prenait pas. Et je ne comprenais pas qu'il ne se batte pas, qu'il ne fasse pas l'effort. Donc il me disait, tant que ce n'est pas précis, je ne prends pas. Donc à la fin, j'étais à l'entraînement, je m'entraînais pour être le mieux possible. Et ensuite, après, ça a été Camille Lopez, parce que voilà, c'est un joueur... J'ai partagé 7 ans, c'est un ami aussi, comme Brock, mais j'ai été beaucoup plus proche, on a 1 an d'écart. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait encore à 34, 33, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est un gros compétiteur. On parlait aujourd'hui aussi, pour être au haut niveau, je pense qu'il faut être un gros compétiteur. On parlait d'ego aussi tout à l'heure, bien sûr. Les égos, les joueurs, pour réussir, il y a des égos. Et il faut être compétiteur, il faut se surpasser, il y a beaucoup de choses. Et Camille en fait partie. Et j'ai impressionné par
ça gagne que l'envie de gagner à chaque match. Comme Brock aussi, mais encore plus. Merci, je pense qu'on va vraiment remercier Morgane Parra pour cette soirée Stars and Stories. Merci beaucoup. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi. On a passé une merveilleuse soirée. Je vais dire un mot. Merci à tout le monde. Ça a été un plaisir d'être avec vous, de partager ce moment. Avec toi aussi Thierry, parce que pour pouvoir faire une bonne soirée, il faut être deux aussi. C'est comme un match, on dit souvent. Il faut être deux, donc merci à toi. Et surtout, merci à vous surtout. Et puis alors, merci Morgane. Et tant qu'on y est, remercions l'équipe du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, Lauriane, Marine, Anne, Laurent, Pierre, Ronnie, Roby, Franco, l'équipe du Purple Lounge ici. Nous nous donnons rendez-vous, alors ceux que j'ai oubliés aussi, je les remercie. Nous nous donnons rendez-vous jeudi 23 novembre, on changera d'ambiance. Nous parlerons cuisine italienne probablement, mais pas que, avec Luana Belmondo. D'une certaine façon, on reste dans le sport, puisqu'elle est l'épouse d'un sportif. Il fut sportif, Paul, son mari, fut coureur automobile, donc belle-fille de Jean-Paul Belmondo. Et on boucle complètement la boucle, puisque en regardant la cérémonie d'ouverture, Jean Dujardin, ça nous faisait penser à Jean-Paul Belmondo dans l'As des As. Comme ça, on boucle la boucle. Merci et bonne fin de soirée. Merci à vous. Bravo Morgane.